lancer la table ronde, j'ai le plaisir d'accueillir avec moi Alexandre Printignac, chargé de mission santé et sécurité au travail pour le CEDRE. Bonjour Alexandre. Bonjour à tous. Et Bonjour. Dominique Payen, responsable du domaine risques chimiques et environnement auprès de l'OPPBTP. Bonjour Dominique. Bonjour à tous et à toutes. Voilà. Alors, on peut lancer le débat pour cette table ronde. Où en est-on des avancées réglementaires? Comment intégrer l'amiante dans les appels d'offres? Où en est-on des règles techniques SS3 et règles de l'art SS4? Bon, enfin, il y a plein de sujets qui sont sur le devant de la scène et qui bougent très rapidement. Peut-être, ce qu'on avait dit, Alexandre, c'est de commencer peut-être par une petite analyse réglementaire, un petit état des lieux. Où est-ce qu'on en est? Oui, tout à fait. Je vais peut-être faire un partage d'écran peut-être pour avoir un visuel sur. Donc en fait voilà à peu près les avancées réglementaires. Donc ça c'est une présentation qui faisait partie du salon amiante qui a été fait le 29 et 30 septembre. Donc voilà donc la DGT se lance dans surtout la réforme donc réglementaire concernant la publication de l'arrêté du 19 juillet donc du 16 juillet 2019 sur l'obligation de RAT donc de repérage amiante avant travaux. Voilà, complètement. Donc voilà à peu près les différentes publications. Donc en date du 1er septembre, on a un certain nombre de normes qui ont été publiées, un certain nombre d'arrêtés. Donc je ne sais pas si vous voulez ou je vous les liste. Nous avons donc en fait c'est l'application du décret du 9 mai 2017. Donc un certain nombre de normes sont d'abord réécrites ou créées et à la suite de ça déclinent un certain nombre d'arrêtés d'application. Donc nous avons dans le domaine des normes, nous avons la 46020 donc qui date d'août 2017 qui est en révision, qui a été publiée pardon. Nous avons pour le troisième domaine, donc le matériel roulant ferroviaire, la NF 01 d'octobre 2019. Pour le domaine 4, navires, bateaux, engins flottants et autres constructions flottantes, nous avons la NFX 4601 qui a été publiée en janvier 2019. Pour le cinquième domaine, puisqu'il y en a 6 dans ce décret du 9 mai, relative au repérage d'amiante dans les aéronefs, donc qui date de mars 2020. Et nous avons pour le sixième domaine une instruction, donc une installation structure et équipement qui date de juillet 2019. Et nous avons malgré tout, dans l'un de ces 6 domaines, donc le domaine 2, qui concerne en déclinaison le domaine bâti, donc nous avons une norme qui concerne aussi l'extérieur, qui est la 9401, qui est en attente, en fait, qui est bloquée pour l'instant, puisqu'en effet, il y a une difficulté d'étude d'impact sur la notion de recherche d'amiante dans les terrains. Qu'en effet, ça va toucher énormément de choses, énormément de pôles d'activité, la démolition, la déconstruction, la construction. Voilà, donc c'est une norme qui a un très fort impact et qui, en effet, à ce jour, les professionnels risque de poser un certain nombre de problèmes. Donc cette norme a été, pour l'instant, elle est en stand-by. Et nous avons la 4602, donc qui couvre aussi ce deuxième domaine. Elle a été publiée en début septembre, donc je crois qu'elle s'est fait, je crois que c'est début novembre exactement, relative au repérage amiante et matériaux produits contenant de l'amiante dans les ouvrages de génie civil, infrastructures de transport et de réseaux divers. Voilà Oui, en ce donc, qui concerne les. Bon, je t'en prie Xavier. on voit qu'effectivement, il y a beaucoup d'avancées. Est-ce qu'il y avait une autre diapo que tu voulais montrer Oui, après nous avons globalement voilà les différents arrêtés qui sont les arrêtés d'application qui sont déjà publiés Ouais. et un prévisionnel. Donc on peut voir qu'en 2020 nous avons donc le PowerPoint sera éventuellement disponible pour ceux qui le souhaitent, sachant qu'il est une date bien entendu du 1er septembre 2020. Donc, nous avons en fait un certain nombre d'arrêtés qui sont attendus. Voilà, globalement, voilà, les arrêtés de prévus en 2021. Nous avons les installations, structures et équipements concourant à la réalisation qui devraient paraître au premier trimestre 2021 et les arrêtés d'application de la norme dont je parlais il y a quelques secondes, de la 9401 qui concerne l'immeuble, les notions bâties, donc en fait les sols et roches. Voilà. Globalement, voilà le calendrier réglementaire en date du 1er septembre 2020. Oui, peut-être, là, je coupe le partage d'écran parce qu'on l'a vu. Merci, Alexandre, pour ce point réglementaire. Dominique, peut-être revenir en écho là, sur ce qui se dit au niveau réglementation. Il y a beaucoup d'évolutions et on voit que ça va changer les fonctionnements des maîtres d'ouvrage dans leurs habitudes, tout au moins. Absolument. Donc, effectivement, on a tous les textes qui viennent d'être cités par Alexandre montrent qu'effectivement, il y a effectivement
une part importante à la charge des maîtres d'ouvrage et donneurs d'ordre de faire ces repérages amiante avant travaux, mais pas que. C'est-à-dire que le repérage avant travaux, c'est une des composantes avant de consulter les entreprises, mais le donneur d'ordre doit aussi organiser la prévention en amont. Il doit, dans ses documents d'appel d'offres ou dans les documents de consultation de gré à gré, ben, outre les documents qu'on est les documents de repérage à fournir, éventuellement aussi, il doit obligatoirement positionner les travaux, c'est-à-dire en sous-section 3 ou sous-section 4. Donc, c'est bien le donneur d'ordre en amont donc, qui va positionner les travaux en s'appuyant sur les rapports de repérage et en s'appuyant aussi sur les travaux qu'il souhaite faire réaliser. Donc, sous-section 3, sous-section 4, c'est effectivement primordial, hein, puisque le choix du maître d'ouvrage, découlera l'obligation, si on est en sous-section 3, qu'il fasse intervenir une entreprise certifiée, alors qu'en sous-section 4, même si la réglementation amiante s'applique également, l'entreprise n'a pas besoin d'être certifiée. Donc, ça va impacter effectivement le donneur d'ordre au niveau de l'établissement des pièces de marché et de l'intégration de tous les composants et notamment le positionnement des travaux le plus en amont possible. Oui. Est-ce qu'on peut dire au niveau sous-section 3 et sous-section 4, ça peut changer la manière dont la personne va pouvoir faire le choix des travaux ou ça n'a aucun impact? À mon avis, ça n'a pas d'impact, ça ne devrait pas en avoir. C'est-à-dire que c'est d'abord le maître d'ouvrage, le donneur d'ordre a un projet de construction, de Ouais. réhabilitation, donc c'est son projet et par rapport à son projet, ben, il doit se positionner. Alors, pour se positionner sous section 3, sous section 4, il n'est pas toujours sachant, donc il va s'appuyer sur des compétences. Bon, souvent, il y aura une coordination SPS, bien souvent, Mmh. hein. Il y aura aussi un maître d'œuvre, amiante et autres. Donc, avec toutes ces composants techniques en amont, le coordonnateur SPS, le maître d'œuvre et éventuellement, il pourra s'appuyer aussi sur les services de prévention, notamment ceux de la directe et puis ceux de l'OPPBTP et des CARSAT CRAMIF. Je veux dire, à partir de là, il bâtit son projet en toute quiétude pour éviter effectivement qu'il y ait des arrêts de chantier, puisque si le positionnement est mal fait au départ, ben, ça peut engendrer des arrêts de chantier, voire des remises en cause du chantier lui-même. Donc, un problème bien posé est à moitié résolu. Donc, le positionnement en amont est important, effectivement, Oui. avec le repérage, bien évidemment. Est-ce qu'on voit, Alexandre, des arrêts de chantier qui interviennent, des fois, parce qu'effectivement les repérages n'ont pas été faits correctement, parce que, les positionnements sous section 3 et sous section 4 aussi n'ont pas été, les arbitrages n'ont pas été réalisés correctement? Est-ce que ça arrive? Bah, en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça, puisque de toute façon, déjà d'une, je vais revenir sur ce que vient de dire de l'expérience ce que je confirme. La SS3, donc en fait, qui nécessite la certification de l'entreprise qui est menée aux travaux de retrait, c'est complémentaire à l'ensemble de la formation sous section 3 de tout le personnel intervenant dans l'activité. Et la sous-section 3 couvre le chantier de retrait. Donc, si le but initial des travaux, qu'il soit en amont ou pendant la découverte d'un certain nombre de choses, doit mener à un chantier de retrait, il relève de la sous-section 3. Dans le cadre de la sous-section 4, il s'agit d'une activité non liée à l'amiante, mais malgré tout, ce risque persiste. Je donne un exemple tout bête. Vous avez un certain nombre de chaudières ou une structure ou une installation, c'est la plus courante, les plombiers, les sanitaires, qui en effet sont amenés à faire des travaux sur des équipements du bâtiment. Malgré tout, il y a un lien de connexion, soit par fixation ou d'environnement qui est lié à l'amiante. Donc, le chantier sera un chantier sous section 4 dans le cadre des travaux de retrait des équipements qui ne contiennent pas d'amiante ou éventuellement qui contiennent l'amiante mais sécurisés, ou en effet, l'ensemble du personnel de cette entreprise en sous-section 4, puisqu'il s'agit d'un chantier d'intervention dans lequel il y a un risque amiante, devra être formé sous section 4, même si ce type d'activité peut mener à une deuxième phase de chantier qui serait le retrait du matériau si la première phase n'est pas possible. Donc en fait, voilà, vous avez la sous-section 3, le chantier de retrait, et la sous-section 4 qui couvre toutes les autres activités en ayant malgré tout cette notion perpétuelle du risque amiante. Et en effet, il y a différentes situations. Vous avez
beaucoup de donneurs d'ordre ou beaucoup de clients qui n'ont pas forcément. En fait, il y a un choix, c'est-à-dire que vous avez des donneurs d'ordre qui n'ont pas compris que l'ensemble des diagnostics existants, même le plus simple qu'il soit, qu'il date de 10, 15 ou 20 ans, doit être transmis à l'entreprise, puisque l'entreprise mène ce qu'on appelle une analyse critique de ses rapports de repérage. Donc, elle doit couvrir l'ensemble des diagnostics amiantes et même autres qui ont été réalisés sur le bien sur lequel elle intervient. Elle ciblera les locaux et l'environnement dans lequel elle intervient et va permettre, pour sa propre intervention, faire une analyse des risques, donc couvrir le risque amiante et les autres risques et adapter son intervention, son nombre de personnel, sa technique employée et l'identification sur le chantier des matériaux qui contiennent de l'amiante lorsqu'il y a un risque lié à l'état de conservation, etc. Donc en fait, c'est une déclinaison réelle d'un certain nombre de documents qui sont les diagnostics, mais bien d'autres, qui sont nécessaires à toutes les entreprises, qu'elles soient SS3 ou SS4, afin de mener une analyse des risques lors de ces interventions. Voilà globalement. Oui. Il y a des arrêts qui sont conditionnés par différentes situations, manque de repérage, voilà, une technique pas maîtrisée, voilà, il y a différentes situations. Je pense qu'on pourrait les lister, on pourrait passer un temps fou, mais en effet, il y a encore à ce jour, malgré tout, des chantiers qui sont arrêtés ou stoppés ou sur lesquels il y a des difficultés de ce type. Oui, est-ce que du coup, Dominique, on peut dire, c'est le propos que vous aviez en préambule, que ça devient compliqué aujourd'hui sur des chantiers qui sont un petit peu complexes, hein, de taille, de ne pas avoir de maître d'œuvre amiante parce que le maître d'ouvrage dans ce maquis réglementaire et dans tous les risques qu'il y a, c'est-à-dire de nombreux documents qui ont été produits à différentes étapes, ce que tu décrivais, Alexandre, de nombreux repérages, de différentes étapes sur différents types de périmètres. Et donc, du coup, le maître d'ouvrage aura du mal à y voir clair sur ce qu'il doit faire. Eh ben, il est évident que le maître d'ouvrage n'est pas un sachant au départ, même s'il a une bonne connaissance de l'amiante. Et donc, il est fortement conseillé de s'appuyer sur un homme compétent, ben, le maître d'œuvre. Donc, bien évidemment, c'est ce que nous conseillons. Et la plupart des grosses opérations se font de cette manière-là. Par contre, des opérations peut-être plus diffuses, avec des chantiers de plus courte durée, bon, c'est peut-être un peu plus compliqué. Mais effectivement, le maître d'œuvre a un rôle crucial à jouer pour bien organiser le chantier en présence d'amiante, notamment les chantiers relevant de la sous-section 4. En sous-section 3, c'est peut-être un peu plus facile, puisque dès lors que le positionnement a bien été identifié le plus en amont possible, le donneur d'ordre n'a pas d'autre choix que de désigner une entreprise sous section 3. En sous section 4, c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Oui, et comme disait Alexandre, des fois, il y a des mix, hein, sous section 4 et sous section 3, Tout à fait. et toujours presque d'ailleurs. Au niveau des sous-sections 4, quand on regarde ce focus, Dominique, qu'est-ce qu'il faudrait donner comme conseil aux maîtres d'ouvrage comme élément à insérer dans les appels d'offres pour faire le bon choix d'entreprise? Parce qu'on se dit, OK, il y a sous-section 4, il faut faire un choix d'entreprise, mais comment je fais ce choix d'entreprise? Ben, tout à l'heure, Alexandre l'a rappelé, il faut savoir que la réglementation amiante, il y a un tronc commun aux deux sous-sections, 3 et 4. Le tronc commun, c'est l'évaluation des risques, c'est le respect de la VLEP, les niveaux d'empoussièrement des processus, donc l'évaluation des processus amiantes mis en œuvre, la formation et la rédaction du mode opératoire pour la sous-section 4, la rédaction du plan de retrait pour la sous-section 3. Donc, il y a un dispositif, un tronc commun sous section 3 et sous section 4. Donc, ce qu'il est conseillé aux donneurs d'ordre, c'est peut-être dans leurs appels d'offres, qu'ils soient appels d'offres généraux ou consultation de gré à gré, c'est de demander aux entreprises de répondre à ces obligations, c'est-à-dire avoir un minimum en sous-section 4, la formation des salariés relevant de la sous-section 4, les modes opératoires à jour, et puis le suivi médical, bien évidemment, et éventuellement des références de chantier antérieurs. Ça peut être un gage de sécurité et ça permettra aux entreprises de répondre sur un cahier des charges plutôt précis et d'éviter les distorsions de prix qu'on peut constater dans les remises de prix dès lors que les critères ne sont pas bien positionnés en amont. Ouais, on peut dire que le donneur d'ordre aussi, Alexandre, il faut qu'il ait une vision un peu globale de son chantier, parce que le risque amiante, il est pas des fois qu'au niveau de l'endroit où l'entreprise va intervenir proprement dit pour les travaux. Il va y avoir des zones de passage. Je prends l'exemple de dalles de Oui, sol sur lesquelles on peut passer.
Absolument, c'est-à-dire que l'arrêté du 16 juillet 2019, donc applicable au 19 juillet et qui représente le rapport de repérage avant travaux, a introduit en fait 2 termes qui ne sont pas dénués de sens. Vous avez dans un des articles, le matériau directement concerné ou indirectement concerné. Ça sous-entend tout simplement qu'en effet, dans le cadre des repérages amiante et en plus complémentairement à ce repérage amiante avant travaux, un exemple tout bête, une entreprise, qu'elle soit de sous-section 3 ou de sous-section 4 qui va intervenir dans un bâtiment scolaire où il y a, en fait, on les connaît tous, des couloirs de circulation et un certain nombre de classes ou de locaux relativement identiques. Il va de soi qu'une entreprise, et je vais te donner un exemple de la sous-section 4, qui est amenée à retirer un certain nombre de fenêtres ou de portes ou en fait d'éléments qui certes la notion du risque amiante reste présent, mais elle a quand même la nécessité dans ses rapports de repérage et d'autant plus dans le repérage amiante avant travaux, de savoir quels sont les matériaux en présence tout en plus en ajoutant la notion d'état de dégradation, puisque en effet l'entreprise va circuler, elle va occuper les locaux, elle va avoir du personnel qui va utiliser du matériel. On peut parler d'échafaudages qui circulent en fait sur des matériaux. Il y a des peintures qui peuvent être au mur, qui peuvent être impactées par les outils, par la rôle. Donc en fait, il est nécessaire dans ces rapports de repérage et d'autant plus dans le rapport de repérage amiante avant travaux, aussi bien pour le chantier de retrait dont le but est le retrait ou le chantier de sous M4, qu'on élargisse le champ d'intervention à la définition même de la zone concernée par les travaux, puisque chacune de ces entreprises, sous section 3 ou section 4, doit s'interroger sur les matériaux qu'elle est susceptible de rencontrer dans le cadre de la totalité de l'environnement de son chantier. L'entreprise va circuler, l'entreprise va installer un certain nombre de choses, et dans le cadre des chantiers de retrait, il est extrêmement important que l'entreprise qui va intervenir, par exemple, dans une seule classe pour enlever des dalles, Ouais. que l'ensemble de ces équipements qui sont, entre autres dans la génération du flux d'air nécessaire dans le confinement, que la zone extérieure d'où va venir l'air ne soit pas non plus impactée par un matériau qui contient de l'amiante et qui d'autant plus serait en état de conservation, mauvais ou relativement difficile Ouais. ou compliqué. Ouais. Donc en fait, on aurait une entrée d'air qui serait éventuellement poliée à l'amiante dans un local où se trouvent des équipements de protection interne de la zone, c'est le renouvellement d'air. Donc il est extrêmement important qu'on élargisse le champ du repérage afin de couvrir, s'il s'agit de la sous-section 3, l'environnement global de l'installation de l'entreprise, ou en sous-section 4, tous les locaux qu'elle pourra occuper ou sur lesquels elle circulera aussi. Donc c'est une extension de cet environnement de chantier. Ouais. Et il est extrêmement nécessaire que ces rapports en fassent l'état. Ouais. Dominique, est-ce que les entreprises, puisque vous accompagnez les entreprises, est-ce que les entreprises ont pris conscience qui interviennent dans section 4 de dire il faut que j'élargisse la mission dans laquelle j'interviens, ou tout au moins qu'il faut que je regarde en périphérie? Oui, bien évidemment, c'est ce qu'on constate, hein, avec bon, les dispositifs que nous avons mis en place il y a quelques années, notamment tout ce qui concerne la campagne Carto Amiante et la suite règle de l'art qui va suivre. Nous constatons effectivement une montée en compétences des entreprises. Et effectivement, il y a le chantier lui-même, mais il y a aussi la périphérie. Et les autres risques, bien souvent, le risque amiante, effectivement, bah, c'est l'objet de notre conférence de ce jour, mais n'oublions pas les autres risques également. Et il faut éviter que le risque amiante n'occulte les autres risques, notamment les risques à effet immédiat, chute de hauteur, ensevelissement, risque électrique et tout ce qui concerne les postures de travail avec les risques de maladies type TMS. Donc, effectivement, c'est un ensemble, hein. Il y a l'amiante, certes, mais n'oublions pas tout le reste au niveau des risques et puis bien évidemment le risque sanitaire en complément dans la situation actuelle. Oui, on peut imaginer, là, vous parlez à juste titre des autres risques. Je crois qu'il y a un chiffre, pour le rappeler, c'est 2 800 nouvelles maladies par an, qui sont liées à l'amiante, hein, ce qui est colossal. Est-ce que c'est ça le nombre à peu près? Je ne sais pas si vous l'avez en Oui, tête? alors faut regarder parce que les statistiques, bon, je les ai pas toutes en tête là, mais il y a les statistiques générales, toutes activités confondues, hein, BTP, industrie, services. Pour le BTP, certainement un peu moins, mais effectivement, c'est toujours un risque qui est présent, avec des maladies effectivement qui se déclenchent après une durée d'exposition, une durée de latence qui peut être de plusieurs dizaines d'années. Ce qui fait la difficulté de prendre en compte ce risque, c'est effectivement que l'effet n'est pas immédiat et que les contaminations d'aujourd'hui feront les maladies de demain ou d'après-demain.
Ouais. Est-ce qu'on peut dire que la Covid-19 finalement sur lequel tout le monde s'est mobilisé sur un nouveau risque? D'ailleurs, vous avez sorti des guides, à l'OPPBTP, un guide pour intervenir, en phase, Covid. Est-ce qu'on peut dire que du coup, vous avez ressenti que la Covid a fait qu'on a mis un peu sous le tapis les autres risques, on en a un peu moins tenu compte et il y a eu une augmentation des types d'accidents? Non, 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 on ne peut pas dire ça. Simplement, ben, c'est un nouveau risque, qui est apparu, donc un risque biologique, donc il faut bien l'intégrer. Alors à la fois dans l'évaluation des risques, dans tout ce qui est les procédures internes aux entreprises et puis bien évidemment sur le terrain, en tenant compte des autres risques. Donc non, je ne dirais pas qu'il y a eu une négligence par rapport aux autres risques. C'est un nouveau risque et je trouve que ça a plutôt été bien géré sur les chantiers du BTP. En tout cas, moi, c'est le retour que j'ai, ce que j'ai pu constater et j'entends ce que je vois autour de moi, c'est que ce risque, la preuve, c'est que dans le deuxième confinement, les chantiers de BTP n'ont pas été soumis au confinement. Ils ont pu redémarrer depuis l'été, hein, depuis la fin du printemps, le début de l'été. Ils n'ont pas été interrompus avec ce deuxième confinement. Donc, ça montre bien que la profession s'est emparée de ce sujet dans le bon sens. Ouais. Si on revient sur le rapport de repérage, Alexandre, on voit qu'il y a un besoin d'informer la maîtrise d'ouvrage de manière massive, les donneurs d'ordre. Je crois savoir qu'effectivement, il y a des communications qui sont prévues de la part de la DGT à ce sujet. Oui, oui, la DGT, va développer, ça a déjà commencé parce qu'il y a eu, je crois, 2 ou 3 plaquettes de publiées. Elles ont été entre autres présentées au salon Amiante, donc il y aura, donc les donneurs d'ordre, les collectivités. Je crois même que ça va continuer parce que le donneur d'ordre dans l'arrêté du 16 juillet, c'est aussi le particulier. C'est aussi en fait, voilà, c'est un élargissement du nombre de personnes concernées par cette obligation réglementaire. Donc le particulier, éventuellement le locataire s'il s'agit de missionner une entreprise qui intervient pour des petites réparations, donc dans le cadre de l'association 4, c'est aussi d'avoir des rapports de repérage, quels qu'ils soient, qui permettent en effet à toute entreprise qui intervient missionnée par quelqu'un, donc un donneur d'ordre particulier, collectivité, etc., d'avoir la connaissance du risque amiante sur le lieu et sur l'objet des travaux. Donc en Donc effet, il va y avoir il y a des campagnes de communication ouais. et elles sont, il est nécessaire qu'en effet, il y ait ces campagnes de communication puisqu'en fait que cet arrêté était attendu depuis de nombreuses années et en effet, il introduit, certaines subtilités. Donc on a parlé de l'environnement étendu de ce type de chantier, des chantiers et mais en même temps du panel, du nombre de personnes qui maintenant très concrètement, c'est écrit dans le marbre, c'est marqué dans le marbre, c'est d'avoir des responsabilités lorsqu'il s'agit de transmettre des informations pour les entreprises qui vont intervenir. Voilà donc, Ouais. Je crois que vous travaillez aussi, je vois il y a une question, hein, qui est posée, pour un niveau de certification. En tout cas, il y a une réflexion qui est menée, sur un double niveau de certification en sous-section 3 sur la partie, retrait amiante sur lequel, vous avez une réflexion. alors en effet, c'est-à-dire qu'il y a une réflexion qui est menée, qui n'est pas aboutie. C'est un échange qu'il y a encore, différent auprès des professionnels et en même temps des différents syndicats, que ce soit de la FFB et cetera et cetera. Le but étant, en fait, c'est de faire émerger puisqu'il y a en effet, alors loin de moi de le reprocher, mais il y a en effet de plus en plus d'entreprises ou en tout cas à un moment donné des entreprises qui se positionnent sur des chantiers de retrait, donc soumis à certification et information. Donc ces entreprises peut et pendant un certain temps être considérée comme non sachante, mais en effet, il y a un choix de chantier qui limite devrait être logique. Mais en fin de compte, c'est, la difficulté d'avoir des entreprises où en effet, qui se positionnent sur des chantiers où il y a cette notion de complexité, par nature de matériaux. Puisqu'en effet, même si la notion de 15-12, 15-13 qui était existante avant la réglementation 2012, il y avait des matériaux friables et des matériaux non friables. Et cependant, dans ces nouveaux matériaux, donc dans ce type de chantier, maintenant il y a des matériaux qui sont considérés comme fortement émissifs induits par leur nature ou par la technique employée ou par les outils ou l'environnement dans lequel ils se trouvent. Si on donne un Donc exemple, on a un par exemple exemple? Oui. un exemple tout bête, vous avez un petit chantier qui pourrait être le retrait d'un carrelage et d'une faïence et de la colle carrelage au-dessus d'une baignoire, donc ce n'est que quelques mètres carrés, si je puis dire, dans un environnement relativement restreint, une petite salle de bain avec un seul moyen d'accès et en effet, entre la technique, donc c'est un matériau qui va générer beaucoup de poussière parce qu'elle contient un certain type de produit et de l'amiante. Heu
L'intervention en burinage manuel, donc un burin fait qu'on défait, on décolle le matériau avec, on peut considérer qu'une faible émission de poussière. Lorsque par contre il s'agit de faire une intervention avec un burin pneumatique ou mécanique, en effet, il y a un impact plus important. Donc, sachant que ces matériaux ne sont pas ramassés systématiquement, ils peuvent être encore présents dans la baignoire. Donc en fait, on a un environnement qui est relativement restreint, un seul accès qui permet éventuellement de faire une filtration d'air, etc., etc. Mais en effet, l'impact de ces différents outils, donc la technique employée, va générer un taux de poussière relativement différent. Ouais. Donc Donc, il faut la croiser, réflexion qui serait menée, voilà, la réflexion qui serait menée, c'est d'avoir un certain nombre de matériaux considérés, ou en tout cas dans les enquêtes chantiers qui sont révélés comme fortement émissifs, ajoutés à la technicité et à l'environnement dans lequel on intervient. Vous avez aussi une notion de maîtrise. Un exemple tout bête, le flocage, même si en effet ce sont des chantiers qui se font de moins en moins, entre le retrait à la spatule pour faire chuter le matériau au sol, l'imprégnation au sol, en fait, certaines de ces techniques nécessitent une compétence, une maîtrise qui sera bien entendu nourrie par le temps, nourrie par la vigilance de l'entreprise dans l'analyse des risques et dans l'application de ces techniques. En fait, ces matériaux sont fortement émissifs et nécessitent une maîtrise, des techniques particulières qui devront être maîtrisées par l'entreprise. Et la réflexion de cette notion de niveau de certification tient compte de ces points, donc matériaux émissifs, technicité employée et environnement dans lequel on intervient avec le type d'installation, etc., etc. Donc, ouais. pour l'instant, rien n'est abouti, mais en tout cas, il y a une réflexion dans ce sens. Voilà. Donc, Ok. Dominique, quand on regarde de la même manière, si on regarde le parallèle sur la sous-section 4, sur Carto Amiante, on imagine qu'il y a aussi des méthodes d'intervention, vous avez dû les décrire, qui sont moins émissives que d'autres. Oui, ben en fait, on revient à l'application des principes généraux de prévention. En présence d'amiante, le premier, je dirais, le b.a.-ba du traitement de l'amiante, c'est de piéger les poussières à la source. Alors, soit on va les capter à la source lors d'une opération de percement sur un matériau orienté avec un système d'aspiration à la source, soit on va travailler à l'humide avec une poche de gel, par exemple. Donc ça, ce sont deux techniques qui sont effectivement qui sont très courantes, maintenant utilisées par beaucoup d'entreprises, qui ont fait l'objet de mesurages en carto et pour lequel le retour d'expérience montre effectivement des résultats tout à fait intéressants. Donc, c'est des techniques simples, il y en a d'autres à développer, à poursuivre. Vous en avez décrit combien sur Carto Amiante aujourd'hui? Alors, de mémoire, on doit avoir une vingtaine de processus, entre 20 et 30 processus finalisés ou en cours de finalisation. Alors, quand je dis processus amiant, je rappelle que c'est la combinaison, c'est une triptyque, le matériau sur lequel on va intervenir, la technique d'intervention et les moyens de protection collective associés à la technique. Exemple, percement d'un mur amianté pour fixer un radiateur. Donc, je vais percer avec une perceuse. J'aurai un système d'aspiration à la source sur ma perceuse. Et voilà, donc ça, c'est le processus amiante, au sens réglementaire du terme. Et donc, des mesurages dans Carto, les résultats sont publiés dès lors qu'on a 10 mesures par processus amiante. Donc, je vous conseille, je reconseille donc aux entreprises, aux maîtres d'ouvrage, d'aller voir le dernier rapport Carto amiante qui est en ligne sur notre site, qui remonte à 2019, au printemps 2019. En ligne, il y en aura un troisième qui sortira, on l'espère, début 2021. Donc voilà, il y a à peu près entre 20 et 30 processus amiante pour lesquels il y a des données et des conseils de mise en œuvre Ouais. de bonnes pratiques. Est-ce que vous êtes intéressé qu'au bâtiment ou vous vous intéressez aussi à la Alors, voirie dans ces processus? il y a beaucoup de bâtiments, c'est évident, mais il y a aussi de l'infrastructure et notamment ce processus-là est bien finalisé pour lequel on a des mesures. Il s'agit des interventions sur les canalisations enterrées. Donc, on retrouve effectivement en périphérie des bâtiments, dans les bâtiments, tout ce qui est eau usée, eau vanne, etc. Ouais. Donc, effectivement, ce processus-là est bien détaillé avec de nombreuses données de mesurage et de techniques d'intervention. Ouais. Sur les interventions en voirie, est-ce qu'il y en a un aussi ou pas? Sur une route, par exemple? Alors, les routes aussi font partie du périmètre, mais nous n'avons pas suffisamment de données pour les Ouais, publier pour l'instant. Mais donc, ouais.
le dispositif Carto fonctionne, donc on est toujours preneur de chantier, notamment en voirie sur les enrobés. Ouais. Si on regarde aussi, là on parle de déchets, hein, on peut élargir un peu le sujet, il nous reste quelques minutes. Élargir le sujet, c'est qu'il y a la loi AGEC qui va retravailler sur la manière dont on gère les déchets du bâtiment. Alexandre, où est-ce qu'on en est sur cette loi? En effet, la loi AGEC, qui est la loi anti-gaspi économie circulaire, en fait introduit donc récemment, nous avons appris que les déchets amiantes seront, en fait, des déchets repris gratuitement. Donc, l'inquiétude en fait conduisait donc il n'y a pas de grande nouveauté en tout cas sur l'évolution, parce qu'il y a actuellement, il n'a pas été publié l'enquête préfigurative de l'ADEME, qui je crois devrait paraître, au mois de décembre, en tout cas nous l'espérons, nous attendons un certain nombre de résultats. L'inquiétude est que ça introduit en fait dans la filière et dans les filières actuelles, dans l'organisation actuelle, une perturbation en fait, des entreprises sous section 3 qui en ce jour ont à charge de gérer leurs déchets dans les déchets relevant d'un chantier de retrait. Et en effet, il y aura une perturbation. Donc en fait, une notion de coût, une notion de gestion, parce qu'en effet, la loi AGEC, donc je ne vais pas me lancer dans le détail de cette loi, mais elle introduit un certain nombre une modification en fait du cursus de gestion. Maintenant, la notion de sous-section 4 est aussi importante, puisqu'à ce jour, la filière relevant des petits chantiers, soit générés par les entreprises ou les particuliers, la filière déchets, elle n'existe pas, elle est presque totalement inexistante. Donc en effet, cette loi de reprise gratuite du déchet amiante risque de bousculer un grand nombre de choses. Donc il y a pour l'instant plus d'inquiétudes que de résultats, mais on attend avec vigilance en effet tout ce qui sera mis en place, par quels moyens. Puisqu'en effet, à ce jour, la loi AGEC, normalement, à ma connaissance, c'est le financement par l'émetteur du matériau, euh, par une cotisation au financement de la reprise. Or, il n'y a plus d'émetteur de matériaux amiantes. Il n'y a plus du tout, puisque depuis 1997, le matériau amiante n'existe plus en France. Il est encore présent dans l'habitat, il est encore présent à différents endroits, mais nous n'avons pas d'identification de l'émetteur de ce déchet, ou en tout cas de ce matériau. Donc, il n'y a pas de source financière à ce jour. Donc, voilà, la question se pose, c'est non seulement le chamboulement des deux phases, des deux activités, le SS3 et la SS4, mais en même temps, c'est qui va payer, par quels moyens, et voilà, donc il y a différentes interrogations sur ce sujet. Ouais. Dominique, au niveau des déchets amiantes, aujourd'hui, au niveau des entreprises, est-ce qu'il y a beaucoup de questionnements? En tout cas, est-ce que si on regarde celles qui sont en SS4, hein, Oui. j'imagine en SS3, ça s'est bien géré aujourd'hui, mais en SS4, on imagine sur les chantiers. Alors, on n'est pas du tout dans la même proportion de déchets émis dans les travaux de sous-section 4, hein. En sous-section 4, on va avoir essentiellement des déchets d'EPI, hein, les filtres, les combinaisons. Donc, effectivement, ce sont des petites quantités générées, mais qui doivent quand même suivre la filière réglementaire. Donc, c'est bien pris en compte, sachant qu'au niveau matériaux, effectivement, il y a très peu de déchets quand on perce, même si on perce X trous, les poussières vont se retrouver avec les déchets de pays. Donc, c'est bien pris en compte, sachant que la réglementation fixe des points, des obligations de traitement de ces déchets, hein, avec, notamment pour les déchets de pays, ça part en installation de stockage de déchets dangereux, éventuellement dans les installations locales, je dirais les déchetteries qui peuvent servir de centre de transit intermédiaire, mais il n'y a pas d'autre choix. Oui, on imagine qu'il faille sensibiliser aussi les maîtres d'ouvrage particuliers. C'est ce que Alexandre disait, c'est qu'effectivement, il y a tout un marché qui s'ouvre, qui existait depuis longtemps, en tout cas, mais qui va être renforcé auprès des particuliers, de les sensibiliser sur la gestion des déchets amiantes qu'ils pourraient avoir chez eux. Ouais. Mais oui, de toute façon, dans la réglementation des déchets, le producteur du déchet, c'est bien le donneur d'ordre, qu'il soit propriétaire de son pavillon, qu'il soit bailleur social, qu'il soit copropriété, c'est le donneur d'ordre qui va faire réaliser des travaux qui vont générer des déchets d'amiante, donc c'est bien le producteur. Et l'entreprise qui réalise ces travaux en est le détenteur. Et on retrouve dans cet ordre-là dans le bordereau de suivi de déchets amiante. Donc le producteur est bien en première ligne. Le producteur, donc c'est le donneur d'ordre, le propriétaire, etc. Et l'entreprise intervient en deuxième rang. Et ensuite, il y a le transporteur, l'éliminateur. Et donc,
effectivement, c'est la chaîne de responsabilité est bien définie dans le BSDA. Alors, ça veut dire qu'effectivement, pour les déchets générés lors des travaux chez les particuliers, il y a certainement des dispositifs à mettre en place, mais je crois qu'il y a un certain nombre de sociétés qui proposent leurs services pour effectivement traiter ce type de déchets, et notamment les déchets émis en petite quantité sur les opérations de sous-section 4. Ouais. Voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour, mais ça sera le mot de la fin finalement pour les déchets, hein, puisque les déchets c'est la fin, la fin du processus. Ça sera le mot de la fin. Je vois que le temps qui tourne et puis on a une grosse matinée ensemble avec plein de sujets à voir. Juste pour vous rappeler le programme, on va ensuite avoir Protis qui va intervenir sur le repérage amiante avant travaux en voirie et notamment avec une belle étude qui est faite depuis plusieurs années sur la manière dont les maîtres d'ouvrage perçoivent le risque amiante. Ensuite, Alexandre, tu reviendras pour une présentation sur la partie classement sous section 3 et sous section 4 hein, pour repréciser les choses. Et puis, on va parler aussi gestion des déchets en sous section 4. Là aussi, tu viendras fixer les choses correctement. Ensuite, on aura Soprema qui intervient sur les toitures, les étanchéités, et donc qui va nous expliquer comment intervenir en urgence en sous-section 4, parce qu'effectivement, c'est un vrai sujet. Des fois, on doit intervenir pour un problème d'étanchéité, mais je n'ai pas toujours les repérages qui sont faits. Comment je fais On aura après Eurofin qui interviendra sur la partie des nouvelles obligations autour de l'analyse. Et là aussi, on voit qu'il y a plein de nouvelles choses qui sont arrivées depuis le 1er octobre 2019 et plus récemment. Et puis, on terminera avec Minos Group qui nous expliquera, c'est la mission du maître d'œuvre. Hein. On en parlait tout à l'heure, c'est comment le maître d'œuvre s'insère et accompagne le maître d'ouvrage et le donneur d'ordre dans cette mission amiante. Voilà, donc vous voyez un beau programme. Moi, il ne me reste plus qu'à vous remercier, Dominique Payen, Alexandre Printignac, pour cette intervention.